Bonjour à tous. Donc Yann Leroux, IAS France, ravi d'animer cette table ronde. Quelques petites informations avant de lancer le débat, parce qu'on va essayer d'avoir un débat. En l'occurrence, j'ai l'honneur d'avoir des éminents représentants de différentes professions sur le marché, donc on devrait pouvoir y arriver. Première chose, de quoi parle-t-on? Peut-être pour mettre tout le monde un petit peu au même niveau d'information, et parfois, malheureusement, sur ces mots qui sont beaucoup utilisés, on l'a vu dans les séances précédentes. Parfois, ça n'a pas été le cas cet après-midi, mais parfois sur le marché, il y a des usages qui ne sont pas forts. En tout cas, les définitions ne sont pas les mêmes selon la personne qui parle. Donc juste rapidement, visibilité, pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit de s'assurer que la publicité a la chance d'être vue, l'occasion d'être vue, on l'a vu avant, donc que la pub est juste bien en face. Si c'est en bas de page et que la personne n'a pas scrollé, ce n'est pas visible. Ça ne veut pas dire que c'est vu, ce n'est pas visible. Si on est dans l'onglet qui n'est pas celui qui est actif et visible en face, ce n'est pas visible. Donc la définition de la visibilité, c'est bien ça. On est bien dans le cadre de visibilité sur l'onglet qui est visible de la page. Encore une fois, c'est ni une garantie d'efficacité, ni une garantie d'attention. On est bien dans la première étape vers l'attention. On est au tout début de cette démarche-là. Deuxième sujet, la fraude. Ça, c'est peut-être le mot des quatre qui est le plus, qui donne lieu au plus grand nombre à la plus grande variété de définitions. La fraude, au sens le plus strict du terme, c'est du trafic artificiel. C'est des pratiques qui consistent à faire surfer des robots, des logiciels, pour être très précis, sur les sites pour faire tourner le compteur d'impression, puisque le marché publicitaire fonctionne sur la base des impressions. Donc des petits malins ont très vite compris qu'ils étaient capables d'accélérer et d'augmenter artificiellement le nombre d'impressions. Mécaniquement, ils feraient augmenter leur chiffre d'affaires. Donc ils se sont insérés dans le marché. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais il y a aujourd'hui de la fraude qui s'est insérée dans le système et qui fait tourner ces compteurs d'impression. Le résultat, c'est que ces publicités-là, ces impressions-là, sont en fait exposées à des robots, à des logiciels, et donc n'ont évidemment aucun début d'embryon de possibilité de créer un impact. Brand safety, c'est le contexte, c'est effectivement des contextes et notamment problématiques. Quand on passe sur les environnements bricolage, aucun souci, c'est peut-être pas la cible, mais en tout cas pas de problème. Quand on passe sur les environnements de terrorisme, d'apologie du terrorisme, de violence, de pornographie, de téléchargement illégal, ça pose évidemment des problèmes pour les marques et pas que en branding. Donc là, c'est ce qu'on appelle typiquement, et en jargonnant un petit peu, la brand safety ou contexte problématique ou contexte risqué pour les marques. Dernier point, parce que c'est peut-être le plus méconnu des quatre, mais c'est peut-être l'un des plus importants, l'encombrement publicitaire. Il se trouve que ça corrèle énormément avec la performance et l'efficacité média. Il est assez évident, avec un peu de bon sens, qu'une pub qui est diffusée au milieu d'une page qui est un sapin de Noël rempli de publicité aura un impact, cette pub-là, individuelle, aura un impact bien inférieur à la même pub seule dans sa page. Donc cette notion d'encombrement, elle est très importante, elle est mesurée et elle est de plus en plus intégrée dans cette démarche globale de ce qu'on appelle la qualité média, sous laquelle vont tomber tous ces qualificatifs. Pour mettre des chiffres, et puis après lancer le débat très rapidement, aujourd'hui on vient de publier notre baromètre chez IAS. Pour faire simple, la moitié des publicités ne sont pas visibles aujourd'hui en France. D'accord ? Donc ça, c'est sur l'ensemble des formats, 1 sur 2. Donc si vous ne faites rien, vous faites une campagne typique, la moitié de vos publicités n'ont aucune chance d'avoir un impact, puisqu'en fait, elles vont être soit en bas de page, soit sur l'onglet derrière, et ainsi de suite. Deuxième chiffre, en vidéo, et on a extrait comme ça des insights, il y a évidemment beaucoup plus de choses dans ces benchmarks. Aujourd'hui, on constate une augmentation du risque brand safety, donc des contextes problématiques en vidéo. Pourquoi ? Parce que la vidéo est extrêmement demandée. Beaucoup d'annonceurs veulent faire de plus en plus de vidéos sur le web, avec notamment l'arrivée des annonceurs branding. Il y a en fait un décalage offre-demande qui fait que côté offre, des petits malins ont commencé à créer des inventaires qui n'auraient peut-être pas dû être créés au départ et commencé à mettre de la pub dans des endroits où il y a quelques années on n'en aurait pas mis. Le résultat, c'est qu'il y a des contextes de plus en plus problématiques qui posent un vrai défi pour les acteurs pour s'en prémunir et éviter justement des diffusions de ce type-là. Pareil sur la fraude, beaucoup de fraude en vidéo également parce que les CPM sont très élevés et qu'encore une fois, c'est l'un des formats les plus enlevés. Pour résumer peut-être, aujourd'hui aux États-Unis, EY, donc Ernst & Young et l'IAB, estiment à peu près à 4,5 milliards de dollars l'argent qui part vers la fraude, donc qui est perdu, qui s'évapore du système sans aucun début d'impact. Cet argent, il vient directement de la poche des annonceurs. Pas de votre poche à vous si vous êtes actif en France, mais c'est une estimation américaine. On n'en est pas encore là aux États-Unis, en France, je vous rassure. Les taux de fraude, notamment, sont nettement plus faibles en France. Pour autant, c'est quelque chose qu'il faut surveiller, sur lesquels il faut agir. Les 50% que je citais au début sont évidemment des chiffres français. On va rentrer direct dans le vif du sujet. Donc j'ai la chance, sans refaire les présentations, mais en commençant par Laurence. Donc Laurence, c'est la grande prêtresse du programmatique chez GroupM, tout simplement. Donc GroupM, c'est une agence, ça veut dire que tu travailles tous les jours avec toutes sortes d'annonceurs branding, performance, français et étrangers d'ailleurs. Donc à ce titre-là, tu pourras, je pense, témoigner des demandes, attentes, problèmes, questions que posent ces annonceurs. Éric Marie, pour faire dans l'ordre, pardon Laurent. Éric Marie, patron de AOL en France, tout simplement, General Manager. Donc pareil, première ligne pour voir
voir les demandes et l'évolution des demandes marché, soit directement des annonceurs, soit via leurs agences. Et également, deuxième titre, SRI, donc administrateur du SRI, qui est le syndicat des régies Internet, donc représentant des vendeurs d'espace en France, et qui est à la pointe du combat sur l'évolution des pratiques du marché. On trouvera peut-être le temps de parler rapidement du label que vous êtes en train de monter. Et enfin, last but not least, Laurent Alifa. Donc Laurent est le patron monde média pour Renault, tout simplement. Et donc évidemment, aujourd'hui, témoin numéro 1 et sur ces sujets-là. Pour entrer dans le vif du sujet, je vais poser ça, puisque j'en ai plus besoin. Brand safety. Alors, on va commencer par l'actualité. Pour ceux qui ont un petit peu suivi ce qui a pu se passer dans les derniers mois, moins en France que notamment en Angleterre il y a quelques semaines. Et la question va être commencer peut-être avec toi, Laurent. Donc brand safety, donc sur YouTube notamment, mais ça arrive sur d'autres sites. Donc ça s'est passé, pour être très précis, sur YouTube il y a quelques semaines. Ça a créé notamment une grosse réaction du marché, et un grand scandale médiatique notamment, avec c'est le Times en fait qui a commencé à lever le lièvre, et en découvrant des publicités de grandes marques, toutes les plus grandes marques anglaises ou internationales, qui passaient en fait sur des vidéos, juste avant, en pré-roll, juste avant des vidéos terroristes, qui faisaient l'apologie du terrorisme. Et donc ça a évidemment créé, cette révélation-là, cette découverte-là a créé un scandale. Google a été collé au mur, a commencé à mettre en place des pratiques différentes depuis. Donc ça, c'est en Angleterre, c'est ni aux États-Unis ni en France. Laurent, ta réaction, moins à chaud, ça fait quelques semaines maintenant. D'ailleurs, Renault a été aussi très, très concerné et s'est exprimé sur ces sujets-là. Voilà. Quelle est la position aujourd'hui et la réaction d'un annonceur mondial, mais basé en France, sur ce type de situation ? Bon, ce qui est de magique avec Internet, c'est que c'est un accès à la connaissance, au savoir, au divertissement qui est phénoménal, qui est sans limite. Donc, le contenu, il y en a partout, il y en a de plus en plus. À partir du moment où, je pense qu'on est tous d'accord que tout contenu ne mérite pas d'héberger des publicités d'annonceurs, déjà, si cette prise de conscience est faite au niveau des annonceurs et au niveau de l'ensemble du marché, déjà on a fait un grand pas. Et donc, quand ensuite on regarde ce qui a pu se passer récemment, c'est pas une surprise parce qu'il y a eu cette ruée vers l'or. Chacun a cherché à prendre sa part du gâteau dans le marché publicitaire. Et il y a de bons contextes et il y a de moins bons contextes. Et donc, aujourd'hui, un annonceur qui fait bien son boulot, il challenge ses partenaires de façon à ce que ce qui est acheté ne s'achète plus au kilo, mais s'achète en connaissance de cause. Donc en toute humilité, on a le sentiment de faire plutôt bien le boulot chez Renault, quels que soient nos pays, et notamment en France. On s'est inscrit dans cette démarche depuis un certain nombre de mois maintenant, et on discute avec nos partenaires, on discute avec nos agences pour que la qualité de ce que l'on achète soit prise en compte. Bien évidemment, on demande de la productivité à nos agences, à notre agence OMD. Néanmoins, on essaie de faire le bon équilibre, de trouver le bon équilibre entre la qualité et la quantité. Et donc, quand on regarde la qualité, effectivement, on fait le tri. Même si, quelque part, après, ça peut avoir un effet, mais on pourra en parler peut-être un peu plus tard, sur le coût. Voilà. Et du coup, en pratique, pour être très précis, est-ce que ça veut dire que vous avez défini ou êtes en train de définir un seuil minimum, un niveau minimum de qualité que vous imposez à l'ensemble de vos marchés, ou est-ce que c'est une notion, c'est une variable qui est prise en compte et qui est rapportée au coût ? Enfin, en pratique, comment ça se manifeste ? Très concrètement, sur la brand safety, on parlera des autres sujets après. On a eu, à l'occasion de ce scandale, qui n'est pas que UK. La première action que l'on a eue, c'est de se dire mais pourquoi ça vient uniquement du UK ? En fait, le problème, il est partout. Voilà. Donc, pour certaines raisons, c'est pas forcément nécessaire de le développer là. Le phénomène a démarré au UK, mais en fait, le problème, il est général et il peut affecter tous les annonceurs dans tous les pays. Donc concrètement, une prise de conscience et malheureusement des choses toutes simples à remettre en place, des basiques à rappeler, beaucoup d'éducation auprès de nos pays et de nos partenaires agences. Il y a des fonctionnalités toutes simples qui permettent d'exclure des contextes, des environnements qui ne sont pas souhaitables quand on parle de l'exemple de YouTube par exemple. Il faut en avoir connaissance et il faut les utiliser.
Et donc on a redéroulé des listes de contextes qu'on ne souhaite pas pour la marque Renault, pour la marque Dacia par exemple. Voilà. Et l'effet est immédiat, il n'y a pas de délai à attendre, ça peut être refait, recontrôlé immédiatement. Voilà. Et c'est ce qu'on a fait à nouveau à cette occasion, mais régulièrement on éduque, on fait de la pédagogie auprès de nos pays. Alors, c'est intéressant ce que tu dis sur la prise en compte plus récente que le reste, en tout cas, de la notion de qualité, et bien rentrer ça dans le mix, l'analyse des médias, bien prendre en compte la dimension qualité. Laurence, peut-être pour commencer ou pour suivre, est-ce que du coup, chacun son micro normalement à peu près, est-ce que c'est quelque chose qui effectivement, c'est comme ça que la plupart des annonceurs opèrent aujourd'hui, ou est-ce que Renault est à la pointe? Je crois que d'ailleurs sur Renault, vous mesurez depuis au moins plus d'un an maintenant, systématiquement vos campagnes, en tout cas la démarche, elle a démarré il y a... Ça dépend des pays, mais en France, typiquement, oui. Voilà, donc vous êtes déjà probablement parmi les tout premiers aujourd'hui sur ces sujets-là. Est-ce que toi, sur ton panel de clients qui est très représentatif, du coup, vous avez quand même beaucoup de clients, est-ce que c'est quelque chose que tu sens? Quel est un peu les best practices aujourd'hui, ou quel est l'état de maturité sur ces sujets de tes annonceurs et de la manière dont vous travaillez avec eux? Ouais. Alors la maturité, elle dépend beaucoup du secteur de l'annonceur. On a effectivement moins d'exigences de la part d'un e-commerçant que d'un acteur du luxe. Donc le curseur, c'est aussi eux qui nous l'imposent et nous qui les conseillons là-dessus. Concernant la qualité au sens propre, elle est facile à définir quand on parle d'un contenu et donc d'un contexte qui est produit par des professionnels, type des sites de news. Quand elle est produite par tout un chacun et que c'est du contenu UGC, on ne peut pas la maîtriser. Donc on travaille sur des whitelists, mais une whitelist sur YouTube n'est pas possible aujourd'hui. Donc le propos, il est plutôt effectivement côté annonceur de cette volonté d'investir toujours plus sur les GAFA, alors que la maîtrise du contexte n'est pas là, versus des sites effectivement plus news ou classiques, sur lesquels on sait que la maîtrise du contenu est là. Alors oui, il y a peut-être moins de puissance pour certains, mais en tout cas, on sait où on va. Donc on parle aussi beaucoup de transparence côté agence. Enfin, les annonceurs nous imposent beaucoup de transparence. Il faudrait qu'elle soit aussi imposée côté publisher, parce que, en l'occurrence aujourd'hui, sur un acteur comme YouTube, si je prends, donc il y a une offre Google Préfère qui recense les 8000 premières chaînes de YouTube, je ne peux pas sortir un report, je ne peux pas sélectionner mes chaînes, c'est pas possible, donc je ne peux pas whitelister mes chaînes sur YouTube, et je ne peux pas sortir un report au niveau de la vidéo. Donc il peut y avoir une chaîne qui en général est plutôt pas mal, mais où il peut y avoir une vidéo qui dérape, je ne peux pas avoir ce report a posteriori. Donc aujourd'hui, il est compliqué de maîtriser la qualité sur des environnements qui sont UGC. Sur les environnements qui sont produits par des professionnels, aucun souci, ou des blogs même, enfin, on a des listes, on a des URL, on les sélectionne, on vérifie effectivement la brand safety, le cluttering, ce que tu évoquais tout à l'heure, l'encombrement publicitaire, et à partir de là, on établit des listes pour nos annonceurs, pour leur établir une diffusion saine. Ce n'est pas possible aujourd'hui sur des acteurs comme les GAFA. Alors justement, merci pour amener le terrain, mais on a annoncé, nous, IAS avec Google, c'est Google qui l'a annoncé, qu'ils allaient travailler avec nous et quelques autres pour nous permettre de mieux faire notre travail de contrôleur de la brand safety. Les problèmes que tu évoques de finesse et de granularité du contrôle chez YouTube devient un problème pour Google, et ils se sont engagés à faire un travail pour aller plus loin avec des gens comme nous là-dessus. C'est pas pour tout de suite, malheureusement. Mais c'est pas pour tout de suite. Bon, vu la pression financière qui est sur eux, nous, on est assez confiants sur le fait que ça devrait se passer dans les mois qui viennent. Ça nous emmène assez naturellement sur le sujet de la mesure par des tiers. Et peut-être, du coup, Eric, je vais te laisser là-dessus. Mais ce qui a émergé aussi de ce débat-là, c'est l'absolu. Alors, il y a eu ça. Il y a eu, par ailleurs, Mark Pritchard, le CMO de P&G, qui a fait beaucoup de bruit à une présentation IAB aux États-Unis il y a 2 mois, quelque chose comme ça, 1 mois et demi, 2 mois, en disant, en établissant quelques règles et en disant, c'est simple, tous les gens qui ne s'aligneront pas sur ces règles en tant que partenaire média de donc P&G dans le monde ne pourront plus travailler avec nous à partir du 1er janvier 2018. Donc il y a une deadline assez claire et nette. Dans les principes qu'il a édictés, il y a notamment la mesurabilité par des tiers, dont IAS fait partie. Donc concrètement, en pratique, ça veut dire quoi? Quand on est une plateforme, on s'appelle Facebook, on s'appelle YouTube, on ne peut pas citer toujours YouTube, mais il y en a d'autres, Yahoo, n'importe, Twitter, Snapchat, Instagram, il faut pouvoir être mesuré par des tiers. L'annonceur a besoin d'avoir une mesure indépendante de ces tiers. Donc il a rappelé ces petits fondamentaux, qui est la définition d'un média, finalement. Et voilà, quels commentaires ça t'amène? Est-ce que ça veut dire que le média Internet devient un petit peu adulte? Est-ce que... Alors, première remarque, c'est bien qu'on soit en 2017 pour s'apercevoir de ces comportements avec les milliards qui sont investis. Donc c'est quand même très tard. Donc moi j'étais surpris, pas que ça arrive maintenant, mais que ça n'arrive que maintenant.
Donc, il y a un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Tous ceux qui investissent énormément d'argent sur ces plateformes-là, UGC, bon, bah voilà, prennent le risque. Donc après, c'est un peu tartuffe de dire oh là là, il y avait des contenus, voilà. Donc tant mieux, ça arrive. Donc c'est une super nouvelle. C'est juste des années que ça aurait dû être fait. Donc ça, c'est le premier point. Sur le reste, il y a eu pas mal d'autres choses qui sont passées, notamment à la rentrée, donc en septembre 2016, avec des classes actions aux États-Unis contre certaines plateformes, donc d'annonceurs contre des plateformes, avec des indicateurs qui effectivement sont sortis du MRC, qui est l'étalon dans lequel IAS est bien sûr validé, adoubé, parce que justement, on ne peut pas être jugé parti. Je pense qu'il y a deux mondes qui sont en train de s'affronter, avec un monde totalement fermé et un peu, je vais faire des allusions légères au livre de la jungle, avec le « et confiance », ta publicité sera visible, elle sera bien diffusée, et puis ça va bien se passer. Et d'autres, qui est le reste du marché, et on va parler du SRI, où effectivement, on est totalement ouvert à des mesureurs, que ce soit vous, IAS, que ce soit Maud et d'autres acteurs plus européens comme Metrix, et plein d'autres façons de mesurer la brand safety, la fraude, la visibilité, la qualité de la data, etc. etc. Si je cite Nielsen DAR par exemple. Donc c'est vraiment l'ouverture et surtout ne pas être jugé parti. Et ça, il est extrêmement important de la part de ceux qui, j'utilisais là aussi une allusion, ceux qui sont du bon côté du flingue, de justement de décider, c'est eux qui ont le pouvoir de comment ils vont investir. Et on en parlait tout à l'heure, Renault a été, à partir du moment où vous vous êtes créé, enfin ça commençait à prendre de l'ampleur, maintenant on a tout ce qu'il faut pour bien savoir comment investir. Et puis quand on ne sait pas, on n'investit pas. Et ça, c'est une décision responsable que malheureusement, je ne vois pas trop souvent sur le marché. Pour être très clair, on pourra en parler sur les comportements, parce qu'on n'est pas là on est là pour se dire les choses, on est entre nous. Mais effectivement, ça doit être ouvert, ça doit être vérifié, et je salue tout le travail qui a été fait par Renault depuis 1 an, et c'est comme ça qu'ils arrivent à avoir des investissements qui sont très efficaces, sans rentrer dans leur secret de fabrication. Et effectivement, tous ces changements n'ont pas été générés ou suscités par la bonne volonté de ces acteurs, quels qu'ils soient, il y en a beaucoup, mais uniquement par la pression économique. Le flingue, c'est des annonceurs qui ont dit on ne peut plus investir chez vous, on ne va pas pouvoir continuer à augmenter si vous ne respectez pas quelques principes de base. Et ça marche, ça commence à marcher, et les choses se passent. Donc c'est bien effectivement la preuve que les annonceurs ont un pouvoir qui sous-estime, notamment les Français. En général, il y a en France, je trouve, une attitude chez les annonceurs, pareil, on va dire les choses franchement, mais un petit peu d'acceptation de ce qui est fait aujourd'hui sur le marché. Il y a un petit peu une démarche, je ne sais pas forcément, je ne suis pas expert, donc je pars du principe que les choses sont comme ça. Moi, pour être au cœur du marché tous les jours, et j'espère que vous allez être d'accord, si vous ne l'êtes pas, c'est pas grave, il y a moyen de changer les choses, et le portefeuille, c'est vous qui l'avez, c'est vous qui pouvez impacter les choses. Si vous arrivez à la table de négociation en disant voilà ce que je souhaite, comment les choses se passent cette année, l'année prochaine, tout est possible. Tout est littéralement possible, c'est vous qui tenez le flingue ou le portefeuille. Donc, et tout ça est vertueux en fait pour tout le monde, et notamment pour les éditeurs qui ont plutôt des contenus de qualité et qui sont aujourd'hui souvent plombés par une vision très quanti et des très publicités visibles. Parce que tout à l'heure on parlait de productivité, Laurent disait effectivement la pression sur chaque année sur les budgets marketing et sur l'efficacité. Avec 50%, donc c'est 50%, je vais préciser, corrige-moi, mais des campagnes mesurées qui sont visibles. Parce qu'en fait, le taux des impressions visibles en France, il est beaucoup plus bas. Si on prend, je vais citer Cancast, donc c'est un concurrent Trading Desk, qui lui dit, si on prend en France, sur les inventaires français, 70% de visibilité, c'est uniquement 10% de l'inventaire. Donc on voit bien, et si on met à 80%, c'est 3%. Et je rappelle qu'une publicité visible, on ne parle pas de qualité, elle n'existe pas, donc c'est de la fraude. C'est-à-dire que si on passe de 50 à 100 sur ce qui est mesuré... Elle n'a aucune valeur, tu veux dire. Elle n'a aucune valeur, c'est du vent. Et donc la productivité en termes d'achat, elle est automatique. C'est pas de la fraude, parce que c'est pas forcément le résultat d'une pratique frauduleuse. Attention. Néanmoins, c'est pas vu. Donc je mets pas d'intention, je dis pas que néanmoins, c'est juste, c'est pas, je prends l'image aussi de la viande de bœuf et de la viande de cheval. La viande de cheval, au moins, elle a des qualités nutritives, protéines, etc. Là, la pub non visible, c'est du vent, c'est rien.
Laurent, donc on a parlé de brand safety, on a parlé un petit peu de visibilité. Finalement, tout ça, ce sujet de la qualité média, donc historiquement en France, on a beaucoup parlé de visibilité. Ensuite est arrivée la fraude, la brand safety qui est quand même aussi ancien que le digital, je dirais, puisque c'est la nature du média de présenter ce risque-là. De manière générale, sur la qualité, comment aujourd'hui, comment vous l'abordez? J'imagine globalement, mais voilà, est-ce que vous avez des priorités? Est-ce que vous abordez tous ces aspects en même temps? Est-ce que vous attaquez l'un après l'autre? Bref, quelle est un petit peu votre approche et votre stratégie par rapport aux 4 sujets que j'ai pu peut-être aborder au début? Étant donné que le réveil du marché a été un peu tardif, je suis d'accord, il était de ton de s'attaquer au sujet de front. Donc on avance sur l'ensemble des points à marche forcée. Donc concernant la brand safety, on en a pas mal parlé, je vais pas revenir dessus. Sur les autres aspects, la visibilité, oui, là on avance très fort parce que sans vouloir répéter, effectivement, quand on sait que le standard MRC a une visibilité 50% de la surface, 1 seconde pour du display, 2 secondes pour de la vidéo, c'est un standard minimum. Et c'est en rien de la qualité. Donc on est en train d'avancer rapidement pour pouvoir mesurer tout cela et se fixer des challenges de visibilité beaucoup plus importants. Et on vise un 100% de visibilité le plus rapidement possible. 100% de visibilité, oui. C'est le standard Groupe M, c'est pour ça que je dis venez chez Groupe M. On n'est pas en pitch encore. Je sais. Du coup, peut-être utiliser les 4 et quelques minutes qui nous restent. J'ai envie de vous demander, je vais peut-être pas démarrer avec toi pour que tu aies un petit peu le temps, mais est-ce que vous pourriez citer, peut-être pour résumer cette conversation et peut-être vous donner l'opportunité de mettre en avant des choses qu'on n'a pas évoquées, les 1, 2, 3, 4 pour vous grands problèmes, soit méconnus, soit maltraités, soit hyper importants et sous-estimés. Voilà, comme ça, Éric-Marie, je sais que tu peux commencer très vite là-dessus. Donc peut-être on va le faire, comme ça les autres, ça leur laisse le temps de préparer, parce que du coup, c'est une question non prévue. Voilà, les 2, 3 trucs comme ça qui vous viennent en tête, comme on dit les Américains, vous réveillent la nuit, mais voilà. Je ne vais pas parler de problèmes, je vais parler plutôt d'opportunités. En fait, ce qui est assez fantastique et enthousiasmant pour le futur de notre industrie, c'est de maintenant que ces outils existent, qui sont indépendants. Cette conférence n'aurait pas pu avoir lieu il y a 2 ans. Je me souviens de la création, quand tu as créé le bureau de Paris. Donc, on n'avait pas non plus fait les premiers tagages et commencé à tourner les premières campagnes. Donc, je dirais errare humanum est, perseverae diabolicum. Donc, avant, on ne pouvait pas savoir que la pub n'était pas visible, qu'elle n'était pas livrée sur cible, etc. Maintenant, on sait, et il faut juste que ça déroule et que ça aille beaucoup plus vite. Je trouve que ça ne va pas assez vite, mais en tout cas, je suis assez optimiste. Okay. Laurence, tu veux? C'est effectivement la combinaison de l'ensemble de ces facteurs pour créer un nouveau KPI qui ne soit pas et mon taux de visibilité d'un côté et mon taux de fraude de l'autre, ou mon taux de reach on target, etc. Mais que ce soit un CPM, un ICPM qui mesure l'ensemble de ces points. Et donc du coup, c'est aussi pour un annonceur et pour une agence remettre à plat son historique de perf. Et pour des agences qui sont auditées régulièrement, il y a un côté procurement parce que quand on est audité, on ne mesure sur un CPM d'achat, sauf que le CPM d'achat aujourd'hui, ça devrait être de l'achat visible, non frauduleux, donc vu par un humain et sur cible. Or, quand on est en pitch, on ne nous demande pas ce genre d'informations, on n'est pas challengé sur ça. Et puis de l'autre côté, ça a aussi un coût. Parce qu'effectivement, implémenter des solutions comme IAS, même si c'est pas très cher, c'est quand même une ligne supplémentaire à la fin du plan média. C'est un budget qui va pas en média, mais sur une solution techno. Et il faut que les annonceurs acceptent de payer ça en supplément pour pouvoir avoir la qualité. Nous, ça fait effectivement, depuis que tu es arrivé, depuis que tu as lancé IAS en France, IAS est intégré sur tous nos plans médias, proposé sur tous nos plans médias. On doit avoir un tiers des annonceurs seulement qui valident ce supplément financier, alors que sur les acteurs qui le mettent en place, on a un retour sur investissement de 2 à 3. C'est-à-dire que pour 1 euro d'investi sur IAS, j'ai une qualité média qui est supérieure de 2 à 3 euros. On ne l'a pas préparé, je vous promets. Non, je ne lui en ai pas parlé. Donc voilà, les moyennes marché, elles sont... tu disais 50% sur la visibilité, sur le programmatique, c'est 45%. Nous, on est sur des taux de visibilité moyens qui sont à 57%, avec 0,1% de fraude et 0,5% de brand safety en taux de fraude. Donc il faut absolument implémenter IAS ou ses concurrents, peu importe, mais il ne faut pas lésigner sur cette dépense. C'est un
un investissement rentable. Sur la perf, je pense que vu la thématique de ce matin, il y a peut-être beaucoup d'annonceurs perf, ou en tout cas des gens qui gèrent des problématiques perf. Traditionnellement, dans la performance, on ne se préoccupe pas d'être vu. Moi, j'ai des gens qui m'ont répondu « je m'en fous que ça soit vu, ça marche ». Si c'est pas vu, ça peut pas marcher, ou alors c'est qu'il y a un problème avec l'outil de mesure, avec un petit peu de bon sens. Donc ça, c'est tout frais, tout récent. Je pense que 95% des gens dans la salle qui font de la perf ont un système, et c'est pas de leur faute, c'est l'état du marché et des outils qui ne prend pas en compte le fait qu'avant d'attribuer un clic, une transfo, un post-clic, une post-impression à une impression, le minimum, c'est de s'assurer que cette impression est vue par un humain. Ça, c'est tout frais, tout nouveau. C'est l'un des gros chantiers cette année, en tout cas pour nous, et de convaincre les annonceurs. Est-ce que toi, parce que tu as beaucoup d'annonceurs perf travaillant en programmatique, j'imagine, est-ce que c'est quoi l'état exact de la situation là-dessus chez toi? Alors, on plug IAS aussi bien sur des campagnes perf que branding. C'est vraiment un choix annonceur, c'est pas un choix de logique de campagne. Après, effectivement, l'attribution, elle se fait au niveau d'un ad server, et l'ad server ne prend pas en considération au niveau log level data, au niveau très détaillé de la nodée brute, la corrélation entre l'impression visible et l'impression qui a remporté la conversion, puisque c'est des algorithmes qui vont attribuer la conversion à l'impression ou au site. Donc du coup, il n'y a pas de corrélation à ce niveau de granularité. Donc effectivement, c'est un challenge pour les ad serveurs. Les ad serveurs, depuis 2 ans, sont un peu à la traîne en termes de développement techno, puisqu'il y a eu aussi beaucoup de bruit qui disait bon, le DSP c'est un ad server, donc on n'a plus besoin d'ad serveur. Si, on a toujours besoin d'un ad server, mais il faut que ces ad serveurs et les principaux ad serveurs développent un peu, aient une roadmap un peu plus active que ce qu'elles ont eu sur les 2 dernières années pour intégrer ces notions d'humain, de visible et de vu par un humain. Laurent, peut-être le mot de la fin. S'il y a un ou 2 trucs, soit tes plus grands problèmes ou tes plus grandes frustrations, ou, comme dirait Éric Marie, tes plus grands souhaits, tes plus grandes attentes, dans ce domaine-là, bien sûr, ou périphérique, voilà, ça serait quoi aujourd'hui, avant ce début d'année 2017 ? Alors, je vais essayer de ne pas me répéter, mais l'objectif prioritaire, c'est d'avancer de front sur l'ensemble des challenges qu'on a adressés cet après-midi. C'est la tolérance zéro sur la fraude, c'est 100% de visibilité, la brand safety aussi très au meilleur standard. Après, conscient de mes sous, les sous de mon entreprise, on regarde de façon très précise l'impact que ça va avoir, parce que finalement on resserre l'inventaire disponible et on va se retrouver sur d'une part sur des inventaires qui seront plus coûteux, et puis d'ici, il faut le souhaiter pour le marché, d'ici quelques temps, l'ensemble des annonceurs qui auront pris conscience de ces problématiques-là vont se diriger vers ces mêmes contenus. Donc il va y avoir une course à la qualité, je le souhaite, même si ça doit rebattre les cartes. Et là aussi, même s'il faut passer par une lourde phase de nettoyage de nos historiques, de nos référents de KPI, parce qu'on ne peut plus raisonner avec les KPI du passé. Merci à tous. Peut-être juste un mot, les fameux benchmarks, on a publié des bouclettes, j'en ai quelques-uns, n'hésitez pas à venir nous voir, on sera ravis de vous les donner sans problème. Merci beaucoup.